I believe in America. America has made my fortune. Dans l'ombre des premières vagues d'immigration aux États-Unis, une force clandestine se développait silencieusement dans les rues de New York, la mafia italienne. Carlo Gambino's Joe Colombo, Vito Genovese. Cette organisation secrète a marqué l'histoire, au point de devenir une icône de la culture américaine grâce à des films emblématiques comme Le Parrain ou Les Affranchis. Never rat on your friends. And always keep your mouth shut. Mais derrière le glamour de la fiction se cache un réel empire qui a régné sur les États-Unis pendant près d'un siècle, basé sur le sang et l'argent sale. Les parrains des grandes familles de New York détenaient un pouvoir dépassant celui du président, accumulant des millions de dollars par année. We have tolerated in America, not just in the illegal and highly dangerous drug traffic, but in many other areas, a syndicate of organized criminals whose power is now reaching unparalleled heights. Mais dans ce monde sans pitié, le moindre faux pas pouvait leur coûter la vie. When I looked there, I just couldn't believe my eyes seeing the blood on the street. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire captivante et complexe de la mafia italo-américaine, depuis son ascension fulgurante au sommet du pouvoir, jusqu'à sa chute tumultueuse. La mafia que l'on connaît aujourd'hui s'est développée en Sicile au milieu du 19e siècle, alors que la région était très instable politiquement suite à l'unification de l'Italie. À la base, c'était des sortes de milices privées engagées par les plus riches pour protéger leurs terres face aux nombreuses révoltes des paysans. La mafia sicilienne s'appelle la Cosa Nostra, Notre Chose ou Ce qui est à nous, un nom que l'on ignorait encore à l'époque et que l'on va découvrir bien plus tard. Au même moment, des centaines de milliers d'Italiens émigrent vers les États-Unis en quête du rêve américain, et parmi eux, on trouvait bien sûr quelques criminels. Les tout premiers gangs italiens ont commencé à se développer à la Nouvelle-Orléans à la fin du 19e siècle. Mais c'est à New York, un des premiers ports d'immigration des États-Unis, que la mafia s'est vraiment développée et où se sont basées la plupart des opérations. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de concentrer cette vidéo sur New York. Et je parlerai des autres villes, comme Chicago, dans d'autres vidéos dédiées. La première vague d'immigrants italiens a lieu autour de 1870, et beaucoup d'entre eux se sont installés au sud-est de New York, autour de Mulberry Street, un quartier que l'on nommera plus tard Little Italy. C'est dans ces rues que se sont développés plusieurs gangs italiens. Les premières cibles des gangsters étaient les immigrés italiens eux-mêmes, qui vivaient rassemblés dans les quartiers pauvres et étaient victimes de rackets par les gangsters siciliens. Ils risquaient de se faire assassiner s'ils ne payaient pas la somme désirée. En gros, les gangsters créaient une menace, puis ils demandaient de payer pour être protégés de cette menace. Des opérations d'extorsion connues sous le nom de la main noire et pratiquées par des tas de petits gangs autour de New York. Ce n'est donc pas la mafia, mais on voyait déjà les prémices de ces activités criminelles dans les quartiers italiens de New York. Un des gangs les plus notables se nommait le Five Point Gang, créé par un ancien boxeur sicilien. Ils s'enrichissaient grâce aux rackets, la prostitution ou les cambriolages, et vivaient sans contrainte en aidant le Parti démocrate de New York à remporter les élections, sous coup de fraude et intimidation. Parmi les jeunes Italiens recrutés par le Five Point Gang, certains deviendront des gangsters de légende comme Al Capone ou Lucky Luciano dont je parlerai un peu plus tard. Un des premiers mafieux siciliens à immigrer aux États-Unis se nomme Giuseppe Morello, qui a quitté la ville de Corleone à cause de ses quelques ennuis avec la justice. Il va s'associer avec les gangsters déjà présents à New York et fonde la famille Morello à Harlem, la première famille mafieuse aux États-Unis, en se basant sur les codes de la mafia sicilienne. Grâce à sa structure, la mafia avait le potentiel de bien mieux tenir dans le temps, contrairement aux nombreux petits gangs qui se dissolvaient assez facilement. A noter tout de même que tous les gangsters n'étaient pas siciliens, on retrouvait de nombreux napolitains à Brooklyn par exemple, qui faisaient partie de la Camorra, la mafia napolitaine. Mais une guerre des gangs sanglante entre 1914 et 1919 a mené à la victoire des familles siciliennes de Manhattan, qui continueront à dominer le crime organisé pendant le siècle à venir, même si beaucoup de gangsters napolitains vont travailler avec eux, comme Al Capone. À Little Italy, la vie des immigrants italiens était extrêmement difficile. Ils ont rapidement découvert que le rêve américain était un mythe et que seuls les métiers les plus ingrats s'offraient à eux. Ils vivaient dans des taudis, on voyait des familles entières dans des minuscules appartements sans lumière. Pour beaucoup de jeunes sans avenir, rejoindre les gangs était la seule solution pour se faire de l'argent et sortir de cette vie misérable, et donc ne pas suivre le sort de leurs parents. Ils ont rapidement appris les codes de la rue, et pour beaucoup, leur destin criminel était presque inévitable. Mais c'est à partir de 1919 que la mafia va réellement devenir un empire. Avec le 18e amendement de la Constitution, la fabrication et la vente d'alcool est interdite aux États-Unis. Ça va durer jusqu'en 1933, je parle bien sûr de la prohibition. Come on, quick everybody, drink alcohol. Hey Nick, drop those bottles. La prohibition est une période tellement riche qu'elle mérite une vidéo à elle seule, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet aujourd'hui. Et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur Atlantic City si ça vous intéresse. Bien évidemment, la demande d'alcool est restée très forte, et c'était une opportunité en or pour la mafia de se faire beaucoup d'argent, en apportant de l'alcool du Canada ou des Caraïbes, voire même en fabriquant leur propre alcool. Le crime organisé explose et les gangs gagnent en puissance, avec une certaine liberté de mouvement puisque la vente illégale d'alcool est restée assez tolérée, ou du moins difficile à contrôler, tellement la demande était forte. Chicago alone boasts of having 20,000 speakeasies. Millions of Americans find that breaking the law can be fun. Et c'est sans compter les innombrables pots de vin donnés à la police. La police arrêtait les buveurs, les joueurs ou les vendeurs d'alcool, mais jamais les bandits à la tête de ces organisations. Ils étaient intouchables, même si leur nom était bien connu du grand public, leur fonctionnement était très obscur et il n'existait aucune preuve pour les arrêter légalement. Al Capone, par exemple, a seulement été arrêté pour fraude fiscale. The most powerful man of the underworld is Scarface Al Capone.
Now barely 30, he controls policemen, judges, and mayors, and he openly runs a vast network of bootlegging, gambling, protection, and vice. His annual revenue is reported at over 100 million. La vente illégale d'alcool a permis de générer beaucoup plus d'argent que les crimes auxquels la mafia était habituée, comme les jeux d'argent, le vol ou l'extorsion. Et comme n'importe quelle entreprise prospère, les gangs ont grandi pour devenir des grandes organisations très structurées, façonnant la mafia moderne. La prohibition a néanmoins été une période très violente due au nombre de gangs concurrents qui demandaient à leurs membres de tout faire pour éliminer la compétition. Au même moment, Benito Mussolini prend le pouvoir en Italie, menant à une nouvelle vague d'immigration italienne aux États-Unis. Sur les bateaux des migrants, on trouve beaucoup de membres de la Cosa Nostra, fuyant la politique de Mussolini qui cherchait à éradiquer la mafia. Et beaucoup d'entre eux allaient délocaliser leurs opérations aux États-Unis. En 1929, pour la première fois, les plus grands gangsters se réunissent à Atlantic City afin de discuter de leur avenir. On y trouvait des grands noms du crime organisé, comme le chef de la mafia juive Meyer Lansky, le gangster italien Charles Luciano, surnommé Lucky grâce aux nombreuses tentatives de meurtre qu'il a évitées, ou encore Al Capone, pour représenter le gang de Chicago. Un des impacts de cette conférence, entre autres, c'est d'unifier les plus grands gangs du pays afin de chercher la paix et de mettre fin aux guerres sanglantes des années 20. Pour la première fois, on parlait de syndicat du crime, une organisation qui reliait les plus grands gangs du pays et qui associait la mafia juive avec la mafia italienne par exemple. Mais la paix n'allait pas se faire en un claquement de doigts. À ce moment-là, New York était dominé par deux clans qui étaient devenus prospères pendant la Prohibition. L'un mené par Joe Masseria et l'autre mené par Salvatore Maranzano. Des mafieux assez traditionnels nés en Sicile, un peu old school par rapport aux mafieux qui ont grandi aux États-Unis comme Al Capone ou Charles Luciano. La tension entre les deux clans a atteint son paroxysme en 1931, quand une vraie guerre des gangs a été déclarée, poussant la jeune génération à reprendre les choses en main. Lucky Luciano organise donc le meurtre de Joe Masseria, son propre patron, dans un restaurant de Coney Island. L'idée, c'était de potentiellement devenir numéro 2 de la mafia, qui était maintenant menée par Maranzano, qui lui s'autoproclame chef de tous les chefs, selon la tradition sicilienne. Il réorganise les gangs de New York en 5 familles qui existent encore aujourd'hui, et Luciano devient le chef d'une d'entre elles. Je précise qu'on appelle ça des familles, mais la plupart du temps, les membres n'ont pas de lien de sang entre eux. Mais la tendance qu'a Maranzano à vouloir tout dominer ne plaît pas vraiment. Il est aussi considéré comme beaucoup trop conservateur, par exemple il refuse de travailler avec des non-siciliens, alors que Lucky Luciano aimait bien travailler avec la mafia juive par exemple. Et enfin, il y avait des rumeurs qu'il cherchait à assassiner Luciano, qu'il voyait comme une menace. Et il n'avait pas tort, 6 mois après sa prise de pouvoir, Luciano ordonne l'assassinat du chef des chefs et de ses hommes de main, un vrai massacre qui a duré plusieurs jours. Cet événement marque un tournant dans l'histoire de la mafia, la disparition des vieux parrains italiens pour créer une nouvelle organisation gérée par une nouvelle génération de gangsters ayant grandi dans les rues américaines qui allaient maintenant imposer leur propre vision, plus moderne. Le syndicat du crime, décidé 2 ans auparavant à Atlantic City, allait enfin pouvoir se mettre en place et donc mener la voie vers des années de paix et de prospérité pour les gangs du pays. Les familles de la mafia italienne sont très structurées, avec une hiérarchie très stricte basée sur la Cosa Nostra sicilienne. Au sommet de chacune d'entre elles, on trouve le boss, aussi appelé le don ou le parrain. Il ne commet jamais de crime lui-même. Il prend des décisions, donne les ordres et reçoit une part de chaque opération. En général, le parrain est élu par les membres les plus importants de la famille. Mais bon, c'est un peu comme dans une dictature, le résultat est souvent prévisible. Juste en dessous, on trouve le underboss. Voyez ça un peu comme le premier ministre, c'est le numéro 2 de la famille, et il est désigné par le parrain. Lui, il va gérer les opérations quotidiennes et organiser les grands coups. Et si le parrain est emprisonné, alors il prendra sa place temporairement. Puis juste en dessous, on trouve le capo regime, aussi appelé capitaine. C'est un peu des genres de chefs d'équipe qui vont gérer ce qu'on appelle des soldats. En gros, c'est un peu comme votre manager ou votre responsable, et les soldats, c'est tous les membres de la mafia qui vont s'occuper des opérations quotidiennes. Tous les membres de la mafia sont ce qu'on appelle affranchis, ce qui veut dire qu'ils sont passés par cette fameuse cérémonie ultra codifiée qu'on voit dans plein de films. L'élu est dans une pièce, avec des hauts placés de la famille, on fait saigner un bout de son index sur l'image d'un saint, image que l'on va ensuite brûler dans ses mains pendant qu'il prête serment, jurant de ne jamais trahir sa famille. May I burn in hell? May I burn in hell If I betray my friends. if I betray my friends. Les membres de la mafia respectent l'omerta, la loi du silence, et jurent de ne jamais révéler quoi que ce soit sur leur organisation et de ne jamais coopérer avec la police. C'était très respecté parce qu'une telle trahison pouvait leur coûter la vie, et c'est grâce à ça que la mafia a longtemps pu prospérer et opérer dans l'ombre, sans que personne ne le sache. Mais s'ils respectent les règles, les affranchis sont considérés comme intouchables. Par exemple, aucun membre de la commission ne peut assassiner un affranchi sans l'accord de son parrain. Et enfin, pour être affranchi, il faut être 100% italien, autrement ils seront simplement considérés comme des associés. Et on trouve bien sûr parmi les associés tous ceux qui travaillaient de près ou de loin avec la mafia, sans pour autant être des membres de la famille. Il y avait une vingtaine de familles mafieuses, toutes influencées par les 5 familles de New York, les plus puissantes. Les Bonanno, les Colombo, les Gambino, les Genovese et les Lucchese. Après la prohibition, la mafia met les mains un peu partout et devient un vrai empire. Prostitution, jeux d'argent, drogue, extorsion et j'en passe. Comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, c'est la mafia qui a construit le Las Vegas que l'on connaît aujourd'hui, utilisant les casinos pour faire fortune. C'est ce que raconte le film Casino, et c'est ce qu'on voit aussi dans Le Parrain avec le personnage de Moe Green.
Mais c'est important de comprendre que grâce à l'Omerta, à l'époque, personne ne savait vraiment ce qu'était la mafia. On connaissait juste quelques gangsters célèbres, parfois même sans connaître leurs activités criminelles. Mais tout ce que je vous raconte aujourd'hui concernant la mafia, en fait, on l'a appris bien plus tard. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient facilement opérer sans se faire déranger par les autorités. À l'époque, on ignorait encore que tous ces gangs étaient en fait reliés et travaillaient ensemble. C'est en 1950 que le Sénat crée une commission d'enquête pour investiguer les grands gangs opérant aux États-Unis. Beaucoup de mafieux ont témoigné au Sénat, ça a été diffusé à la télévision, et c'est la première fois que les Américains découvraient vraiment l'existence du crime organisé et la mafia. Évidemment, tous les mafieux auditionnés refusaient de révéler quoi que ce soit. Tout restait encore à prouver. Why did you want to be an American citizen? Why? Because I love this country. You must have in your mind some things you've done that you can speak of to your credit as an American citizen. If so, what are they? Paid my tax. Et si ça vous dit quelque chose, c'est normal, ces auditions ont aussi inspiré une scène du Parrain 2. Is it true that in the year 1950, you devised the murder of the heads of the so-called five families in New York to assume and consolidate your nefarious power? It's a complete falsehood. En 1957, une descente de police lors d'une grande réunion de mafieux dans le petit village de Apalachin, dans l'état de New York, mène à l'arrestation d'une soixantaine de gangsters. La police avait simplement été suspicieuse en voyant toutes ces voitures de luxe immatriculées autour du pays, dans cette petite ville où il se passe vraiment pas grand chose en général. Alors comme ça semble anecdotique, mais c'est cette opération qui a permis de confirmer que la mafia existait bel et bien. Après ça, beaucoup de ces mafieux ont été auditionnés au Sénat, mais encore une fois, on n'apprend pas grand chose, on a du mal à comprendre l'ampleur de leur opération, et c'est loin d'être la priorité du gouvernement. You're also known as Duck Corella. I refuse to answer on the grounds of made intent to You got any business? I refuse to answer on the grounds of intent to criminal. You have any profession? I refuse to answer on the grounds of made You intent have to any criminal. occupation? I refuse to answer on the grounds of made intent Are to you a criminal. known racketeer? I refuse to answer on the grounds of made intent to criminate me. C'est Robert Kennedy, nommé ministre de la Justice par son frère, qui décide de mener un combat contre le crime organisé. Il met toutes les ressources du gouvernement disponibles sur le dossier et parvient à envoyer des centaines de gangsters en prison. D'ailleurs, beaucoup pensent que la mort du président Kennedy est liée à la mafia, pour cette raison. Aux États-Unis, à côté du gouvernement le plus riche et le plus puissant du monde, grouille un autre monde qui a lui aussi son gouvernement, son organisation et ses lois. On ne savait presque rien de ce syndicat du crime jusqu'à présent. Or, cet homme, qui paraît presque un nain au milieu de ses gardes du corps et de son avocat, et qui s'appelle Joseph Valachi, est un gangster qui est passé aux aveux. En 1963, l'affranchi Joe Valachi est condamné à 15 ans de prison pour trafic de drogue. Une fois en prison, il dit avoir reçu ce qu'on appelle un baiser de la mort de la part du parrain, signe que c'est un traître et qu'il va se faire assassiner. Et pour cette raison, il tue un autre prisonnier, convaincu qu'il allait l'assassiner. You honestly believe that they were under orders from Genovese to kill you there in prison? Yes, 100%. 100%. So when you saw Joe Beck, who you thought was Joe Beck in front of you, you did what? I hit him on the head with the pipe. Valachi est donc condamné à la prison à vie et décide de témoigner contre la mafia et de briser l'Omerta, en espérant réduire sa peine et obtenir une protection. Il est protégé comme l'une des personnalités les plus exposées et les plus précieuses du pays. Toutes les précautions sont prises. Même les appareils photographiques sont interdits dans l'enceinte de la commission d'enquête criminelle du Sénat américain à Washington, car cet homme risque la mort à chaque instant pour avoir violé la loi sacrée du silence. C'est la première fois qu'un membre admet publiquement que les 5 familles existent et raconte leur fonctionnement et leur hiérarchie. What I'm telling you, what I'm exposing to you and the press and everybody, this is my doom. That is the highest oath you took. Right. In other words, that was the most sacred in this organization. Right. I want that you. you'd never tell this. Right. Avant ce jour, tout cela était encore secret, et c'est d'ailleurs à ce moment que le nom Cosa Nostra est découvert publiquement pour la première fois. What is the name of it? It is Cosa Nostra in Italian. Très vite, la mafia a créé une sorte de fascination, surtout liée à cette culture du secret. The mafia has been romanticized, the subject of one of the most successful movies of all time, The Godfather, and maybe even secretly admired for its efficiency. Les films de gangsters ont longtemps fasciné les Américains, et une nouvelle génération de cinéastes allait cette fois montrer la mafia sous tous ses angles, y compris les plus mystérieux, à commencer avec Le Parrain en 1972, adapté du livre éponyme de Mario Puzo. Au moment où les Américains se précipitent voir The Godfather, Le Parrain, le célèbre film sur la mafia, vous le voyez dans les rues de New York, que la réalité et la fiction s'enchaînent pour garder à la mafia tout son mythe dans la vie américaine. On pourrait croire que la mafia terrifiait New York, mais en fait pas du tout. Leurs opérations n'impactaient pas la population générale, et certains avaient presque tendance à les trouver cool. Par exemple, certains restaurants où au lieu des tueries n'ont pas fermé leurs portes, au contraire, ça les a rendus populaires. People like to eat in restaurants where there have been mob hits. Certainly, Umberto's is one of the most famous. It was here back in 1972 that Crazy Joe Gallo got punctuated while celebrating his 43rd birthday. Umberto's is now on the must-see list of the curious here in Little Italy. Mais face au projet du FBI pour démanteler la mafia, ainsi que leur récente médiatisation, eux se mettaient en position de victime et continuaient de prétendre que cette organisation n'existait pas. Mr. Colombo, are you a boss of the mafia? No, I am not.
Is there a mafia? No, there is not. En 1970, le parrain Joe Colombo a même créé une association pour dénoncer le racisme anti-italien. Many Italian Americans began to protest that Italian Americans were being singled out and that they were being harassed, that even their families had not escaped the prying of the FBI. Une organisation qui manifestait quotidiennement dans les rues de New York, où l'on voyait des pancartes comparant le FBI à des nazis. Manifestation quotidienne à New York. Manifestation organisée par la mafia sous les fenêtres du FBI qui viennent dénoncer ce qu'ils appellent le racisme anti-italien du FBI, la police fédérale, qui, sous le couvert de traquer la mafia, disent-ils, attaque les Italiens. Un moyen surtout pour détourner le regard de ces opérations. Mais les 5 familles de New York avaient encore de beaux jours devant elles. Dans les années 70 et 80, la mafia dominait New York. New York has been bleeding for the past 6 months. Savage cuts have been made in the public services to keep bankruptcy at bay. 45,000 workers have lost their jobs. Souvenez-vous, dans les années 70, la ville de New York était quasi anarchique, au bord de la faillite, avec une criminalité qui explosait. Les autorités n'avaient clairement pas le temps ni les ressources pour s'occuper de la mafia, leur donnant de quoi manœuvrer sans trop d'obstacles. Les membres de la mafia, souvent surnommés les Wise Guys, étaient les rois du quartier et ne s'imposaient aucune limite. Like go to restaurants, you don't wait online. They'll get you a table right away. You get the best of foods, the best of wines. So why did these people treat you that way? Because they knew I was with organized crime. They knew I was a mafia member. Ils portaient des costumes luxueux, roulaient en Cadillac et faisaient la fête dans les plus beaux clubs de la ville et trompaient leurs femmes fréquemment. Un peu comme les générations précédentes, la mafia s'enrichissait avec le racket des petits commerçants. Si vous étiez barbier, si vous teniez un restaurant ou un café, alors un affranchi pouvait venir vous voir et vous demander 30% de vos revenus en échange d'une soi-disant protection. Et si vous refusiez, il pouvait simplement brûler votre commerce le lendemain ou alors menacer votre famille. Mais il existait plein d'autres méthodes créatives pour faire fortune. La mafia avait une main absolument partout, et c'est ça qui lui a permis de dominer le pays. En 1978, par exemple, des membres de la famille Lucchese, dont Henry Hill, que vous avez peut-être vu dans Les Affranchis, ont corrompu, menacé et intimidé des joueurs de basket de l'université de Boston, afin qu'ils perdent à chaque match, pour que la mafia puisse s'enrichir en pariant contre eux. Il y avait aussi la fraude sur les taxes sur l'essence, notamment pratiquée par Michael Frances de la famille Colombo. Franzese, who is only in his 30s, is the youngest mafia boss in the country and possibly the richest. Authorities say in the last 5 years, Franzese and some of the men around him have made perhaps as much as $1 billion. Ils vendaient de l'essence à bas prix aux stations, ils empochaient toutes les taxes perçues, puis fermaient leur entreprise avant que le service des impôts ne puisse les réclamer, ou alors utilisaient des entreprises installées au Panama. By some estimates, the loss in gasoline taxes is as much as $1 billion. À un moment, Frances vendait près de la moitié de l'essence vendue à New York à l'époque. Pour blanchir cet argent, il existait plein d'autres méthodes, le cinéma par exemple. Jerry Zimmerman and Michael Franzese, 2 newcomers to Hollywood who in only a few years have been able to raise millions of dollars to make and distribute movies. La mafia est présente à Hollywood depuis les années 30 et ils ont même parfois mis la casquette du producteur. Le premier opus de Massacre à la tronçonneuse a été partiellement financé par le père de Michael Frances par exemple. Michael Frances qui lui a aussi continué la tradition et blanchi l'argent gagné sur l'essence dans des films qui n'ont, il faut le dire, pas trop marché. The FBI says you're a member of the Colombo Mafia family. Like I said, the FBI can allege and say whatever they like. They've been doing it for many, many years. But what can I say? That's the FBI, that's law enforcement. La mafia pouvait aussi faire fortune avec la drogue. On se souvient notamment de la Pizza Connection, quand la mafia sicilienne a exporté pour 1,6 milliard de dollars d'héroïne vers des pizzerias new-yorkaises, transportées entre des sauces tomates et des pâtes. Un bel exemple de coopération entre la mafia sicilienne et américaine. A noter tout de même que certaines des 5 familles se sont volontairement éloignées de la drogue pour éviter les problèmes ou pour soigner leur image et pour se concentrer sur des business qu'ils considèrent comme plus légitimes. Mais une des activités qui a rendu la mafia aussi puissante, c'est son implication avec les syndicats des travailleurs. A lot of crime flourishes because so many in the Teamsters Union are willing to help. The union's stranglehold on the nation's transportation system provides information about and access to billions of dollars worth of goods. And the union also provides legitimate jobs as a cover for loan sharking, gambling and narcotics activity. Les syndicats des camionneurs, des employés d'hôtels, des serveurs de restaurants ou des employés de ports et d'aéroports, tous étaient contrôlés par la mafia. Et ils en bénéficiaient de plusieurs manières. Déjà, ils pouvaient piocher dans les caisses de retraite et de santé pour s'enrichir, au détriment des salariés qui cotisent tous les mois. Federal authorities say billions of dollars that should go to the union workers are disappearing into the pockets of crooked union officials, mobsters, health plan administrators, doctors, and many others. Ils pouvaient aussi les utiliser pour racketter les entreprises en les menaçant de grève, imposant une taxe mensuelle en échange d'une prétendue protection. Déclencher une grève des camionneurs, par exemple, pouvait mettre le pays à l'arrêt. Donc, avec un tel pouvoir, ils avaient vraiment une influence sur tout ce qui se passait dans le pays. Ils pouvaient même demander à leurs membres de voter pour un candidat précis aux élections, qui lui, en retour, pourrait voter des lois en leur faveur. Et enfin, ils pouvaient forcer les entreprises à passer uniquement par des fournisseurs aussi contrôlés par la mafia, et créer un cercle vertueux pour dominer l'industrie. C'était le cas dans la construction notamment. He says he's just a building contractor.
But federal authorities say DiNapoli is one of the key mobsters in the construction business in New York, and that unless DiNapoli is paid off, there may be violence at construction sites or labor trouble from union officials who are friends of DiNapoli. How do you describe New York? It's been serenaded in song, portrayed in print and on canvas, captured on celluloid, and imprinted in the mind of anyone who's ever visited or dreamt of visiting the Big Apple. Grand braquage de l'histoire, et c'est ce que racontent notamment Les Affranchis. There was a holdup of historic proportions at New York City's Kennedy Airport this morning. December 11th may go down as the day of the biggest robbery in our country's history, and it happened right here in New York. Somewhere between $3 and $5 million in cash and valuables was taken from the Lufthansa cargo terminal out at Kennedy Airport. They took 30 shipments of gold, pearls, jewelry, and checks. They also knew just where to look for the $3 million in used money that had been flown in on Friday from Frankfurt, intended for delivery later in the day to the Chase Manhattan Bank. Bref, les 5 familles de New York étaient au sommet et dominaient la ville. When you do something as simple as this, the mob collects. They've got a cut of the vending machine business. Construction, the lifeblood of New York. It also gives transfusions of money and power to organized crime. And it goes on and on. The garment industry, jewelry, automobile dealerships, that drink before dinner, the dinner at a mob-controlled restaurant, or just a pizza after the movie. Et derrière tout ça, il y avait bien sûr une violence impitoyable. Quasiment jamais pour la population générale, donc il ne terrifiait pas vraiment les rues de New York, mais au sein de l'organisation elle-même et de ses collaborateurs. À partir du moment où vous menaciez pas leur business, vous risquiez pas grand-chose. Mais un pas de travers pouvait vous coûter la vie. Pareil pour les petits commerçants victimes d'extorsion, s'ils ne payaient pas leurs dettes à temps, alors ça pouvait être très violent. Another example of the violence of these men. Inside a federal courthouse, an attack by mob thugs on a television cameraman, following the indictment of 12 union officials and mafia figures. Federal authorities say this was a rare public glimpse of how the mob takes care of its union business in this country. Parmi les meurtres qui ont beaucoup été médiatisés à l'époque, on peut citer celui de Carmine Galante, parrain de la famille Bonanno. C'était un des boss les plus puissants de la mafia, mais ça ne l'a pas protégé. Au contraire, il attirait beaucoup trop l'attention et voulait trop de pouvoir, poussant les 4 autres familles à organiser un meurtre, alors qu'il déjeunait dans un restaurant de Brooklyn. Reputed boss of bosses in organized crime, Carmine Galante, was assassinated today. Galante was having lunch in the courtyard of an Italian restaurant in Brooklyn when 5 men entered with automatic rifles and shotguns and opened fire. Federal authorities consider the killing of Galante today to be the most significant mob murder since the disappearance of former Teamster boss Jimmy Hoffa. Et tout ça s'est fait pendant longtemps avec impunité totale. Les boss n'avaient jamais de lien direct avec les crimes et ils se cachaient derrière des business légitimes comme des restaurants, donc ils ne risquaient pas grand-chose. I want to know who you're selling the tomatoes to. Isn't it a fact that it's a phony job? You don't sell tomatoes at all? Is it just a way of legitimizing illegal income? No, sir, it's not a phony job. All right, then tell me who you sell the tomatoes to. I sell to a lot of people in yours. You haven't been able to mention one. Can you mention one person you sell tomatoes to? En fait, c'était impossible de les arrêter pour quoi que ce soit, parce qu'ils avaient jamais rien fait de mal directement. Ils ne faisaient que donner les ordres et il n'existait aucune preuve de leur implication, donc c'était un vrai casse-tête pour le FBI. Et la police pouvait arrêter autant de soldats qu'ils le voulaient, ils étaient facilement remplaçables, donc ça n'allait jamais vraiment arrêter les opérations. Ce qu'il fallait, c'était démanteler l'organisation, et ça allait être très difficile. Et c'est grâce à une loi très précise que le FBI a pu faire tomber la mafia, le RICO Act, en 1970. Mais les premières têtes sont tombées de nombreuses années après. Cette loi rend notamment illégal de faire partie d'une entreprise criminelle, même si vous n'avez pas commis de crime vous-même. Désormais, la simple appartenance à la famille mafieuse, beaucoup plus simple à prouver, suffisait pour les condamner. Je simplifie énormément, mais c'est le principal à savoir. Under the old laws, the government could only prosecute individuals for their individual crimes. The Commission recommended a law that would allow the government to prosecute organizations for a pattern of criminal activities. En parallèle, le FBI s'organise aussi beaucoup mieux et met en place des escouades dédiées à chaque famille. Leur job sera de traquer les mafieux les plus puissants et les mettre sous écoute. Un travail fastidieux qui prendra plusieurs années. Pour obtenir des informations, une des méthodes était d'infiltrer directement des agents au sein de la mafia. What no one knew was that Fat Jimmy was an undercover FBI agent, James Abbott, given a phony identity and a criminal record, and told to put on 70 pounds to play the role of a New York City mobster. Le Congrès a également instauré le programme pour la protection des témoins, permettant à certains mafieux de collaborer avec le FBI après leur arrestation. En échange, pour le protéger, lui et sa famille reçoivent une nouvelle identité et ils sont aidés financièrement pour démarrer une nouvelle vie. En voyant qu'ils risquaient de finir leur jour en prison, beaucoup de gangsters ont aidé à faire tomber les mafieux les plus puissants. Dans les années 70 et 80, le FBI suivait donc les moindres mouvements des membres de la mafia pour connaître toutes leurs habitudes et est parvenu à mettre des micros absolument partout, dans les cabines téléphoniques, dans les buissons, dans les restaurants ou dans les boîtes de nuit, mais aussi directement dans les foyers des grands parrains en se faisant passer pour les électriciens par exemple, ou des employés du câble. Le combat contre la mafia a pris une plus grande ampleur quand Rudy Giuliani est devenu procureur fédéral de New York en 1983.
Même si le FBI travaillait déjà activement pour faire tomber les 5 familles, Giuliani est devenu le visage de ce combat et l'a bien plus médiatisé. Giuliani comes across like the Hollywood stereotype of the tough, dedicated crime buster. Il avait lui-même des origines italiennes et dit avoir beaucoup souffert de l'image qu'a donnée la mafia à sa communauté. Mais certains lui reprochaient de faire de la justice spectacle et d'en faire beaucoup trop pour les caméras. Giuliani frequently holds a press conference after he files an indictment, a practice New York Attorney Gerald Stern believes is unethical. The indictment should speak for itself. There's no need for Mr. Giuliani or any other prosecutor to embellish or enlarge on the indictment and give the background of the defendant and imply guilt. Malgré tout, Giuliani est partiellement responsable de la chute des 5 familles, avec un procès historique en 1985. Plutôt que de poursuivre chaque parrain individuellement, il a voulu s'attaquer directement à la commission et prouver que les 5 familles travaillaient ensemble, chose qui n'avait pas encore pu être montrée à l'époque. For the first time, the government is not just pointing the finger at alleged mob leaders, but at the very structure of the mafia. La commission était ultra secrète, et quand les 5 boss devaient se rencontrer, c'était fait de manière très cachée. Mais le long travail du FBI a porté ses fruits, et ce sont leurs enregistrements qui ont réussi à prouver que la commission était bel et bien réelle. Good evening, Tony Ducks, Big Paul, Fat Tony, Jerry Lang, Rusty Rastelli. A Godfather Roundup. Tonight we begin with an NBC News exclusive. The godfathers of the New York Mafia are in big trouble. Le 25 février 1985, les parrains des 5 familles de New York sont inculpés par Rudy Giuliani pour un procès qui durera presque 2 ans. This is a great day for law enforcement, but this is a bad day, probably the worst, for the mafia. Presque tous ont été condamnés à 100 ans de prison grâce à la loi RICO. Here in New York today, after 5 days of deliberation, an anonymous federal court jury convicted 3 crime bosses of serving on the so-called Mafia Commission. Now, an FBI man says that all the members are either in the grave or headed to prison. De quoi affaiblir drastiquement le pouvoir de la mafia pour les années à venir, et c'est pourquoi ce procès est un tournant. C'était la première fois que l'organisation faisait vraiment face à la justice. I asked Fat Tony if he had anything to say about all this. Yes, what to say, Tony? Thank you. Mais ces 2 années de procès ont été si riches en événements que l'un des accusés n'a même pas eu l'occasion d'entendre sa sentence. It is a historic event in the history of the mob. You are looking at the body of Paul Castellano. Witnesses said that Castellano was sitting in his limousine when 3 men in trench coats walked up and started shooting, and they made a getaway. Le 16 décembre 1985, le boss de la famille Gambino, Paul Castellano, est assassiné dans la rue devant un célèbre restaurant de steak. C'était probablement le parrain le plus important des 5 familles. Il était à la tête de la commission et son témoignage au tribunal était le plus attendu de tous. The bullets that ended Big Paul Castellano's life last night may very well have been a payoff for getting into such trouble with the feds. Son meurtre est mystérieux et très inattendu. Experts say his associates may very well have decided Big Paul was more trouble than he was worth. On apprendra un peu plus tard qu'il avait été orchestré par John Gotti, capitaine de la même famille, insatisfait de sa manière de gouverner. Gotti était aussi une cible de Castellano car il s'est impliqué dans du trafic de drogue, interdit par la famille à l'époque. Cet assassinat était donc pour lui l'opportunité de le devancer et de prendre le pouvoir. Opération réussie, puisqu'il prendra la tête de la famille Gambino quelques jours plus tard. It is believed by mafia observers that John Gotti has succeeded Castellano as head of the Gambino crime family. They say John Gotti is the boss. John Gotti says nothing. La lutte contre la mafia dans les années 70 et 80 a drastiquement réduit le pouvoir des 5 familles. Entre 1980 et 1990, près de 1000 mafieux ont été condamnés par la loi RICO. On a vu un vrai bouleversement dans les plus grandes familles. Beaucoup ont préféré collaborer avec les autorités pour sauver leur peau. Et mine de rien, c'est grâce à tous ces témoignages que l'on a pu apprendre tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Over the past decade, gangsters have been falling all over themselves in a stampede to get into the witness protection program. And for good reason. It could mean new identities and new lives for criminals otherwise headed for prison or maybe even the morgue. Et tous les autres susceptibles de parler ont été assassinés. This is what comes to many people's minds when they think of Bensonhurst, Brooklyn. Organized crime figures being gunned down in the streets. That's what happened to Carmine Variali and Frank Santoro last Thursday on Bath Avenue in Bensonhurst. Saturday night, another hit about 20 blocks away. Some other recent mob executions in Bensonhurst were Frank DeChico, blown up in his car last year. 2 more men shot a few months after that. Mais ça a surtout fait de la place pour les nouveaux boss, avides de pouvoir. Law enforcement officials say there is now a power vacuum at the top of La Cosa Nostra, with all of its old leaders either in jail or in graves. A great deal of turmoil is expected as other mafia dons struggle to take control of the mob. Quand John Gotti prend la tête de la famille Gambino, il s'agissait déjà de la famille la plus riche de New York. Avec la chute des autres familles, Gotti avait un champ libre pour devenir le parrain le plus puissant des États-Unis et prouve que la mafia est loin d'être morte. Il gagne très vite une dizaine de millions de dollars par an et mène une vie si luxueuse qu'on le surnomme Dapper Don, le Don élégant, grâce à son style flamboyant et ses costumes très chers. The so-called Dapper Don is often in the spotlight, making him the envy and target of other mafia families. Un autre de ses surnoms, c'était Teflon Don, pour sa résistance, car il n'est jamais condamné malgré ses nombreuses arrestations. We find him not guilty. When the alleged real-life godfather came out of the courtroom a free man, he turned and gave a salute to the cheering crowd. A salute that seemed to say, I'm back. Il était toujours acquitté après avoir corrompu ou menacé les jurés, les témoins ou même les victimes.
Gotti authorized a $10,000 cash payoff to a man who he allegedly beat up. In fact, Romuald Piecyk told the judge in open court he couldn't remember who hit him, and then the charges against Gotti were dropped. Gotti était aussi très populaire dans son quartier. Mr. Gotti's neighborhood, Queens, a kind of legend in New York, where he throws huge 4th of July parties, and his neighbors defend and cheer him on. Gotti's the best! Gotti's the best! Personne ne le soupçonnait d'être un meurtrier. He helps the kids out on 4th of July, buys them things. It does a lot for the community. Again, there's a number of things, but I don't want to go into it right now. Even if he's a convicted killer? He's not a killer. Il souriait toujours devant les caméras avec un tel charisme qu'il arrivait à apparaître sympathique auprès du public. Il est donc incontestablement le parrain le plus médiatique et il devient presque une source de fascination pour certains. Mais il ne restera pas longtemps au sommet. He was supposed to be untouchable, Teflon, John Gotti, king of the mob. Now his kingdom is a 6-by-8-foot cell inside the tightest security prison in America. En 1990, après avoir été sous écoute pendant plusieurs années, il est arrêté par le FBI et est inculpé pour 5 meurtres, racket, évasion fiscale, extorsion, et je vais m'arrêter ici parce que la liste est très longue. Gotti est inculpé avec Sammy Gravano, surnommé le Taureau, underboss des Gambino et donc très proche de Gotti. C'était même son meilleur ami. Mais ce dernier va le trahir pendant le procès, décidant de témoigner contre lui en 1991. There was a time when they were the best of friends. John Gotti promoted Sammy the Bull Gravano ahead of many old-timers to make him the #2 man in the Gambino crime family. And Sammy paid him back by becoming the star witness against him at the trial. Une trahison inévitable et assez compréhensible, puisque Gotti voulait lui faire porter le chapeau pour sauver sa peau. C'était la trahison ou la prison à vie, voire la mort. Not since Joe Valachi in the 60s has such a high-ranking member of the mob turned traitor. Sammy the Bull Gravano now joins the ranks of those who have broken the cardinal rule of the mafia, omerta. Le procès de John Gotti est hyper médiatisé et les jurés étaient mis sous extrême protection pour éviter qu'ils ne soient corrompus ou menacés, comme lors des précédents procès. They're brought to court in a caravan of limousines, shielded from view by tinted glass, guarded by U.S. Marshals. This is Channel 7 Eyewitness News. The Don is gone, off to jail in a drab prison van. John Gotti nailed today by a federal jury in Brooklyn. This time, the charges stick. John Gotti found guilty on all counts, including the mob hit that made him boss of the Gambino crime family. The stunning verdict put him away for life. The Teflon is gone. The Don is covered with Velcro, and every charge in the indictment stuck. Gotti est donc condamné à perpétuité et meurt d'un cancer en 2002. Les efforts du FBI ont donc mené à une vraie chute de la mafia dans les années 90. Le crime organisé a aussi vu apparaître des gangs de plus en plus puissants, comme la mafia chinoise, la mafia russe ou encore les Yakuza, empêchant donc la Cosa Nostra de dominer le territoire. The Cosa Nostra is being displaced by new ethnic crime groups. Law enforcement says it's at best a mixed blessing. The new groups are more into shooting, less concerned with innocent bystanders, more into narcotics, and getting rich fast. Mais elle n'est pas morte pour autant. Après le 11 septembre 2001, le FBI a délaissé le crime organisé pour se concentrer sur le terrorisme. De quoi laisser de la place à la mafia pour se redévelopper, mais de manière bien plus dissimulée. Les 5 familles existent toujours et continuent de s'enrichir avec les mêmes méthodes qu'avant, à une plus petite échelle bien sûr. Pour ne pas attirer l'attention des autorités, ils ont aussi tendance à sous-traiter, aux gangs de bikers par exemple, restant le plus loin possible des opérations. On pourrait même penser qu'ils ont appris de leurs erreurs du passé, où la mafia avait tendance à un peu trop se montrer, avec John Gotti par exemple. Bref, la chute des grands parrains dans les années 80 n'a pas tué la mafia, loin de là, mais elle l'a surtout fait revenir aux sources. Une opération secrète qui opère dans l'ombre, sans même que personne ne s'en aperçoive.